Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour assister à la conférence consacrée aux dispositifs techniques mis en place pour les retransmissions des Jeux de Paris 2024. Je dis bien les retransmissions parce qu'on parlera bien entendu des Jeux Olympiques, mais aussi des Jeux Paralympiques pour lesquels une couverture exceptionnelle avait été proposée à l'occasion de ces Jeux de Paris. Alors tout d'abord quelques chiffres marquants de l'événement planétaire qui s'est déroulé l'été dernier. Selon les analyses de France Télévisions, l'un des deux diffuseurs français de l'événement, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont atteint des résultats encore jamais approchés. Près de 60 millions de Français ont suivi l'événement dans la tranche d'âge des 15-24 ans et chez les actifs hommes et femmes, le taux de suivi annoncé est de 99%. En moyenne, cette partie de la population a regardé 24 heures de retransmission. La plateforme numérique de France TV a cumulé près de 200 millions de vidéos vues durant les Jeux. Enfin, les différents réseaux sociaux du groupe audiovisuel public ont enregistré 1 milliard de vidéos pour les extraits des épreuves sportives et les cérémonies. Détenteur des droits des Jeux en Europe et pour la télévision payante en France, le groupe Warner Bros, alors avec bien sûr Discovery, c'est-à-dire Eurosport, a enregistré une audience de plus de 215 millions de téléspectateurs sur l'ensemble du continent, soit 40 millions de plus que lors des Jeux de Tokyo en 2020. Donc les chiffres sont records. Allez, pour se remettre un petit peu dans l'ambiance sportive de cet été, je vous propose de visionner un clip mis à disposition par France Télévisions. Avec une ambiance phénoménale. Le relais de la flamme, c'est plutôt un dispositif, si on devait mettre des moyens, c'est Tour de France quelque part, c'est impossible. Donc il nous fallait trouver une solution pour être en intégralité, être en direct, pouvoir faire vivre le relais sans déployer des moyens sur place considérables. En 4 mois, on a dû créer une chaîne entière. France TV cherchait une bulle mobile qui puisse suivre cette flamme. Donc le réseau 5G, il est dans cette voiture en fait. Et du coup, sur le toit, nous avons l'antenne 5G pour avoir l'internet et pour rapatrier les flux au siège. Nous avons la Starlink. On voit que sur des moments clés du tournage audiovisuel que font les équipes de France Télévisions, cette solution permet d'avoir une continuité de service, une solution de connectivité toujours présente. Cette solution nous a tout de suite séduit puisqu'elle n'avait pas besoin de mobiliser d'autres moyens routiers ou aériens pour réaliser la couverture. Et effectivement, dans notre volonté toujours d'aller chercher le plus d'éco-responsabilité sur les Jeux de Paris 2024, elle nous a semblé en tout cas pour le relais de la flamme complètement adaptée. Et là, on a voulu aller encore plus loin puisque l'objectif, c'était de produire de bout en bout, glace to glace, l'ensemble du process dans le cloud, une vraie production telle que l'on peut l'imaginer pour un événement de la sorte. Les caméras, elles sont à l'autre bout de la France, elles se baladent partout. Là, sur la chaîne olympique, on a 8 caméras en tout, un drone qui vient de temps en temps. Je pense que tout le monde était assez bluffé lors de la première journée de diffusion du signal sur Marseille. Les résultats vont bien au-delà de ce qu'on imaginait. C'est à la fois de l'innovation, ce qui est important pour nous, et c'est de la fiabilité, ce qui est essentiel pour une chaîne de télévision. Toutes les équipes, que ce soit au niveau de France Télévisions, TDF, Obvious, dans France Télévisions, tous les départements, que ce soit de la production, l'ingénierie, les news, tout le monde a travaillé vraiment ensemble pour que ce projet en fait ait pu se concrétiser. Et la chaîne est live, on voit des sourires tous les jours dessus et c'est un succès. Ça va nous permettre de faire des trucs qu'on ne fait pas aujourd'hui. Et ça, c'est quand même super parce que ça nous donne des perspectives pour l'avenir. C'est de se dire il va y avoir plein de nouveaux trucs qui vont arriver. On va pouvoir faire des directs dans des situations qu'on n'avait pas la possibilité de faire avant. On a été capable de produire quelque chose qu'on n'aurait pas été capable de produire autrement. J'ai encore du mal à me dire qu'on l'a fait, et que je suis plutôt honorée d'y avoir participé, et puis je suis très contente. Alors on va parler dans quelques instants en détail de cette première mondiale, c'est-à-dire une diffusion 24 heures sur 24 du parcours de la flamme. Avant ça, je vais vous présenter nos invités. On va commencer justement par celui qui représente France Télévisions. Je le disais tout à l'heure, l'un des deux seuls diffuseurs en France avec Eurosport et le seul diffuseur en France des Jeux paralympiques. On mettra aussi l'accent sur cet événement. Bonjour Frédéric Gaillard, donc vous êtes directeur de production des Jeux de Paris 2024. De production, oui.
Juste à mes côtés, nous avons Stéphane Alessandri. Nous verrons, Stéphane, donc vous êtes bien entendu directeur général d'AMP Visual TV. Tout à fait. Vous êtes entré en action pour couvrir certains sports. Et nous verrons avec vous, notamment, Stéphane, que voilà, la problématique des réseaux aujourd'hui, la 5G, la HF, est une problématique évidemment omniprésente sur les productions sportives et en particulier sur un événement comme celui des Jeux. Et on parlera notamment de la cérémonie d'ouverture pour continuer sur ces thématiques d'importance sur la 5G et la HF. Nous avons également Frédéric Olivier qui est donc chez Orange Event. Vous êtes, votre fonction, c'est responsable de la partie mobile. Responsable de la partie mobile, exactement, excusez-moi. Et puis juste à vos côtés, nous avons le CTO2 MG Connectivity, c'est comme ça qu'on dit ? Tout à fait, Fabrice. Avec Rudy Dandeleu. Merci à vous, messieurs, d'être présents. On va revenir donc sur quelque chose qui s'est déroulé un tout petit peu en amont de l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture des Jeux, avec cette première mondiale. Donc, un parcours de la flamme filmé 24 heures sur 24 et diffusé sur la plateforme France Télé. J'imagine que c'était un grand défi, comme on l'a compris dans cette vidéo. Oui, en fait, dans la réalité, on a commencé par être approché par Paris 2024, on va dire vers janvier ou quelque chose comme ça. Et ils voulaient avoir un partenaire pour essayer d'upgrader le dispositif qu'ils avaient prévu, parce que le cahier des charges du CIO, c'était principalement de faire le suivi du parcours de la flamme et de pouvoir en faire un petit clip et après le donner au monde entier pour que les chaînes mondiales puissent l'approprier et le diffuser dans leurs différents journaux ou programmes. Et ils nous ont approchés, ils nous ont dit mais qu'est-ce que vous pouvez nous aider à faire quelque chose, ça serait bien qu'on puisse le faire en direct. Alors nous on a commencé à regarder avec Gilles Siller, le patron de la production, et on a vite vu qu'il fallait déployer un peu les moyens du Tour de France, quoi, mais pendant 3 mois. Donc autant dire que financièrement c'était impossible. Du coup on a cherché un petit peu des solutions et là est arrivé Romuald Ra qui nous a amené ce projet un peu dingue et il a dit ben voilà, on pourrait essayer de le faire avec notre partenaire TVU Network, on pourrait faire carrément une chaîne complète, et d'où l'idée effectivement de faire une première chaîne olympique avec ces éléments là, c'est-à-dire le relais de la flamme. Deux problématiques effectivement, comme ça a été dit, c'est qu'à un moment donné c'est en mouvement. Donc trouver un moyen mobile partout en France, même à la campagne, avec la 5G, désolé Frédéric, mais ça passe pas toujours partout. Donc il y avait quand même une problématique pour pouvoir avoir une continuité de programme. Et il y a eu l'idée de mettre en plus un réseau Starlink qui lui a généré en mouvement, ce qui était aussi une première, on n'avait jamais essayé ça, sur une voiture en mouvement, parce que ça allait pas très vite, avec une réception Starlink qui créait une bulle 5G qui nous a permis du coup d'encadrer une 5G privative autour des coureurs et des caméras qui évoluaient, donc avec des systèmes TVU PAC que vous avez vu à l'instant. Et là, on s'est dit, ça y est, c'est possible, on va se lancer là-dedans. Donc, en 3 mois, on a monté la chaîne, on a monté avec Nicolas Vinois, responsable du numérique chez nous, de France TV, France.tv numérique. On est parti, on a fait des programmes, on a fait... alors, on dit 24 heures sur 24, c'est une réalité, mais dans la réalité, on avait vraiment des petits slots, on va dire, de 2-3 heures, 4 heures, parfois, entrecoupés par des convois qui étaient un peu différents et qui s'enchaînaient. Et donc, entre les deux, on rediffusait des éléments. Et très vite, l'engouement a été là, parce qu'en fait, les jeunes se sont appropriés au début, déjà Marseille, c'était extraordinaire, donc on va en parler, c'est vrai que c'était assez extraordinaire, et ça a réellement démarrer l'histoire des Jeux, parce que là pour le coup 3 mois avant on se trouve avec un élément où chaque personne dans son village va voir son athlète, va voir quelqu'un de sa famille, et c'était un engouement qui a fait crescendo jusqu'au moment où il y a eu la cérémonie d'ouverture, mais là je pense qu'on y va revenir après. Effectivement c'est devenu une première mondiale parce que personne n'avait fait ça à une telle échelle et sur autant de temps. Et le CIO d'ailleurs pense mettre ça comme étant un benchmark, comme ils disent, c'est-à-dire que obliger les prochains détenteurs des droits à produire quelque chose en direct, parce que maintenant c'est parce que c'est possible. Le temps de préparation quand même a été relativement court. Très court, oui, c'est très court. Notre partenaire TVU avait vraiment envie de se lancer dans ce projet-là. C'était aussi pour eux une manière aussi de se développer. Mais créer une chaîne entière par le cloud, comme ça a été expliqué, c'est pareil, c'était du jamais vu. Et
tout ça, on a été accompagné vraiment très très bien. Ouais. TDF s'y est mis, Obvious aussi. Donc il y a eu Paris 2024 à fond, effectivement, parce que pour eux, c'était le moyen pour eux aussi de fédérer autour de ce parcours de la flamme qui des fois est un peu anonyme parce que quand on ne voit que des clips, on n'en voit pas beaucoup. Que là, pour le coup, on pouvait le suivre en direct. C'est vrai que c'était un premier. On peut même dire que du côté de France Télé, les jeux ont commencé à partir du moment où la flamme a circulé. Exactement. Alors ça avait commencé un petit peu avant. On avait quand même un programme qui s'appelait Aux Jeux Citoyens qui avait commencé déjà un an avant à préparer les Français à l'avènement de cet événement-là plutôt. Et donc du coup, effectivement, ça a été vraiment un point de démarrage. C'était un truc incroyable. Stéphane Alessandri, on parlera des moyens mis en place, peut-être plus broadcast, plus traditionnels du côté d'AMP Visual TV, mais il y a quelque chose qui vous rassemble tous. Vous avez bien sûr collaboré à différents échelons de ces productions des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais on va parler de la cérémonie d'ouverture, tout simplement parce qu'elle aussi, elle a été marquante. Pour la première fois, elle se déroulait hors stade, avec des contraintes en termes de production qui, j'imagine, étaient quand même assez conséquentes, et une météo en plus qui n'était pas là pour aider. Alors, oui, effectivement, juste pour revenir sur ce que disait Fred, si tu permets, effectivement, je te rejoins. Pour nous aussi, les JO, ils ont un peu commencé, en tout cas dans le côté, on sent que l'ambiance elle prend. C'était le 8 mai, je crois, à Marseille. On fait l'arrivée de la flamme ensemble. On est AMP Visual TV, on est aux côtés de la fabrique sur Marseille. Et effectivement, on voit, je sais pas, je crois qu'il y a plus de 200 000 personnes qui viennent accueillir la flamme. Et là, on sent qu'effectivement, il y a un engouement, que ça prend. Et effectivement, pour nous aussi, c'est un peu le début des Jeux Olympiques. Désolé, c'est pas la réponse à la bonne question. si, mais le vrai début, c'est quand même la cérémonie d'ouverture. Et là, vous êtes tous intervenus à votre échelon. Alors effectivement, à la cérémonie d'ouverture, c'était, comme dit Rudy, je vais piquer ta phrase, on a commencé le feu d'artifice par le bouquet final. Donc on a commencé certainement, donc c'est pas tout à fait un sport. Donc les Jeux Olympiques, c'est d'abord la réunion de 32 sports, je crois. Là, c'est pas tout à fait un sport, c'est une cérémonie d'ouverture, mais qui utilisait l'ensemble ou une grande partie des moyens mis à disposition pour ces Jeux Olympiques. Comme tu dis, une première mondiale. D'habitude, c'est dans le stade, donc on utilise les moyens de l'athlétisme et on fait la cérémonie d'ouverture. Là, d'un seul coup, on sort du stade, on va se mettre sur 6 km, on traverse entièrement Paris, ce qui oblige à couper Paris en deux pendant une semaine, tous les Parisiens s'en rappellent. Et effectivement, on vient, en tout cas pour notre partie, après je laisserai les autres acteurs raconter. Nous, ce qu'on nous demande, en tout cas ce qu'OBS nous demande, c'est d'avoir une image par délégation sur les bateaux. Donc de venir trouver le moyen de mettre une image par délégation sur chaque bateau. Il faut se rappeler, il y a 90 ou 85 ou 90 bateaux et 205 délégations. Tout ça en direct. Donc voilà, les questions se posent. Effectivement, le spectre, il n'y a pas suffisamment de nombre de fréquences HF disponibles pour rajouter 205 fréquences ou même une centaine à ce qui est déjà utilisé. Tout est archi saturé déjà ce jour-là. Et c'est que le jour 1. On décide donc effectivement, on nous demande de travailler avec Orange, qui a pour mission, mais tu le diras mieux que moi, d'installer une grande bulle 5G le long de ces 6 km. Et nous, on vient avec un partenaire qui s'appelle Evision aussi, pour le coup, installer des téléphones sur 200, donc plus de 200 téléphones sur 85 bateaux qu'on doit gérer dans un grand media center avec 250 images pour visionner tous ces téléphones et les redonner au quart d'Euromédia, pour le coup, qui faisait la réalisation finale. Voilà, donc c'était l'apport. Comment faire dans une cérémonie telle que celle-ci, où chaque délégation doit être filmée. C'est une histoire d'équité. On est dans les Jeux Olympiques, c'est équitable. Si on fait quelque chose pour une délégation, on doit le faire pour tous. Donc forcément, quand il y a 205 délégations, c'est le volume qui a fait aussi la complexité. Alors Frédéric, Olivier, du coup je vais vous passer la parole, puisque Stéphane parlait de cette problématique de réseau, qui rejoint un petit peu la problématique qu'on a abordée tout à l'heure sur le parcours de la flamme. Comment aujourd'hui on crée des bulles, on crée des réseaux pour justement venir, non pas
parfois en complément, mais là, c'est quasiment indispensable. C'est-à-dire que la HF, comme vient d'expliquer Stéphane, c'était pas possible. Non, c'est effectivement pas possible. Et Orange, alors nous, on n'a pas commencé par la finale, on a commencé par l'Everest des télécoms. Chez Orange, on parle de l'Everest des télécoms. On a commencé par ça, par cette belle finale, par cette belle montagne, où effectivement, on a pu, alors outre Orange a fourni, bien sûr, je vais y revenir, la partie 5G privée, mais aussi toute la partie fixe, la partie filaire, qui permettait de justement, à partir des caméras, de renvoyer, de véhiculer l'ensemble des images vers l'IBC, de façon à ce que voilà, l'ensemble des diffuseurs puissent s'en emparer. Donc il faut de la partie filaire. Le mobile n'est rien sans le filaire. Et donc voilà, donc effectivement Orange, seul opérateur pour les jeux, a su adresser à la fois la partie mobile, la partie fixe, la partie vidéo sur l'ensemble du périmètre, en commençant par un immense Everest des télécoms qui était de faire cette bulle 5G permettant à la fois aux smartphones qui étaient sur les péniches. Donc on était à 200 smartphones sur les 6 km. Donc on a essayé de faire une bulle, alors on n'appelle plus une bulle à partir de 6 km je pense, une grosse bulle pour le coup. Donc on a réussi effectivement à fournir ces images de délégation dans l'intérieur des péniches. Alors sur la diffusion France Télévisions, il me semble qu'on a vu la France et les États-Unis. Sur les autres pays, on a vu chaque pays avait ses propres images. Et donc grâce au travail de Samsung, d'Ivision, de Cisco, on a réussi avec nos partenaires à pouvoir fournir cette solution-là, la tester dans les conditions réelles, ce qui était un enjeu majeur aussi, parce que c'était la première fois qu'on équipait les ponts de Paris avec un réseau de 5G privé pour acheminer l'ensemble de ces images dans les qualités de broadcast, parce que là aussi c'est important, jusqu'au diffuseur pour que vous les ayez dans votre canapé. Voilà, donc un grand défi avec de grands défis technologiques, mais répétés de façon à pouvoir adresser cette cérémonie de faççon la plus waouh possible. Ouais, alors, tout ça a été répété. La réalisation, elle était beaucoup moins, mais en tout cas, tout ce qui était création de réseau, ça demandait combien de temps de préparation et de mise en place, cette plus que bulle Alors le design de l'ensemble du global a commencé en 2021, où le réseau de contribution, ce qu'on appelle le BCN, le réseau de contribution a commencé en 2021. Et en fin 2022, on a établi sur quel pont on allait mettre les fibres, comment on allait les faire. Et puis effectivement, au fur et à mesure de là où on pouvait occuper des espaces, on les a occupés à partir d'avril. Je dirais de avril jusqu'à juillet, on a occupé au fur et à mesure les espaces de façon à fibrer l'ensemble des 6 km de la cérémonie pour permettre aux caméras de s'y connecter. Rudy, un petit mot peut-être tout simplement EMG Connectivité, un petit mot sur le groupe et sur cette activité du groupe, et puis expliquez-nous un petit peu en quoi vous êtes intervenu, comment vous êtes impliqué aussi dans cette cérémonie d'ouverture. Par où commencer, simplement pour la production de cette cérémonie d'ouverture, on a fait tout le reste. Voilà, donc EMG Connectivity et anciennement Euromédia TV. Voilà, donc on est spécialisé dans la HF et les transmissions en France, mais on produit aussi beaucoup de sports et de studios dans d'autres pays d'Europe, comme au Benelux, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, voilà. Donc sur la cérémonie d'ouverture, on est intervenu non seulement sur la partie HF et transmission, mais aussi sur la partie broadcast et caméra filaire, voilà, donc les 120 caméras fibrées autour des 6 km sur la Seine. Voilà, on s'en est chargé, donc on remercie Orange d'avoir tiré toutes ces fibres. Bon, certains points sont arrivés un peu plus tard que d'autres, mais en définitive, on les a tous eus. Donc merci Fred. Voilà, donc ça c'était pour la partie deploy, notre activité IP pour la production, on va dire, broadcast. Et pour la partie HF, voilà, donc on s'est aussi appuyé sur le réseau de fibre noire qu'a déployé Orange autour de la Seine. Et on a déployé en fait une batterie immense de récepteurs pour couvrir en fait on avait 13 caméras. Je ne peux pas trop vous donner plus de détails, mais on parle de centaines de mégabits transmis. Voilà, on parle de centaines de mégabits transmis sur les 6 km, 126 récepteurs. Voilà. Finalement, on aurait tendance parfois à opposer les réseaux 5G, la HF, mais c'est très complémentaire finalement. Ça peut venir en tout cas en complément. C'est tout à fait ça. Sur des événements comme ça, on ne peut pas couvrir le parcours de la flamme avec des avions relais, on est d'accord.
Par contre, quand on parle de flux de haute qualité, avec non seulement un taux de transmission qui va de 99,9%, mais aussi avec toute la contingence qui va avec la pression de production sur des événements comme une cérémonie d'ouverture. Voilà, on ne peut pas le faire avec les mêmes moyens ni avec les mêmes équipements. Je crois, Stéphane, que du côté d'AMP Visual TV, vous étiez présent aussi pour la voile du côté de Marseille, avec là aussi des problématiques évidemment liées au sport, liées à cette discipline en particulier, de transmission, trouver des solutions pour faire circuler ces images. Moi, tout à fait, dans les deux cas présents, la 5G, effectivement, avant d'être une problématique, ça a d'abord été une solution. Là, on le voit sur la cérémonie d'ouverture. On a un spectre plein, il n'y a plus de place pour faire de la HF dite traditionnelle. Effectivement, comment on fait pour rajouter 200 signaux supplémentaires aux déjà, je ne sais pas combien, 126 récepteurs déjà installés? Il n'y a pas d'autre solution que d'avoir des systèmes managés. Et effectivement, la 5G a permis ça. À Marseille, c'est une autre demande. La demande, en tout cas pour AMP, elle était d'installer des caméras embarquées sur des bateaux, sur tout un tas de bateaux différents. Il y a toutes les fédérations, qui sont là, donc ça va de la planche à voile au petit catamaran, etc. Tous les bateaux olympiques, d'installer des systèmes tout en un, uniques, à un seul morceau, est capable d'être complètement remoté, allumé, éteint, faire de la colorimétrie, etc. Et effectivement, ça avait été fait avec des téléphones dans un réseau public 4G 3 ans avant au Japon. Les téléphones étaient homologués avec les fédérations. L'idée, c'est de repartir avec des systèmes relativement identiques. Donc voilà. Et pour ça, nous, on s'est occupé de toute la partie intégration à bord des bateaux. Et après, on s'est occupé avec Orange, mais Orange surtout, s'est occupé de fournir la bulle 5G au-dessus du plan d'eau. Ouais, effectivement, parce que au départ, on était parti. OBS nous a demandé, on fait comme à Tokyo, vous utilisez le réseau public. Alors moi j'ai dit, bah oui, mais il y a une petite différence, c'est qu'à Tokyo, il n'y avait pas beaucoup de spectateurs. On était un petit peu plus proche du rivage, et il y avait moins de spectateurs. Et donc l'enjeu, c'est qu'on ne peut pas sur un réseau public. Avec de la congestion, avec du monde. On ne peut pas garantir un flux de qualité sur le réseau public à 4 km du rivage. Ce n'est pas physiquement possible. Donc on a eu l'idée folle ensemble avec AMP, et merci encore, Cisco et iVision bien sûr, de déployer des antennes 5G privées sur des bateaux à 4 km du rivage. Et ces bateaux étaient reliés par un signal Wi-Fi au camion de production d'AMP. Donc une sorte de défi un peu fou. Certains nous ont dit mais vous êtes complètement fous, ça ne marchera jamais. Bon, au final, ça a marché. Ça a marché. Vous avez pu voir les images des Françaises passant la ligne grâce à France Télévisions qui les a relayées aussi. Donc on a pu voir ces belles images et ce défi technologique d'aller mettre un réseau 5G privé en plein milieu de la marina de Marseille. Donc voilà. Et on a pu aussi, parce que c'était le rôle d'Orange à la fois la cérémonie d'ouverture, à Marseille le 8 mai, le 8 mai aussi, puisque du coup on a pu déployer un ensemble de moyens mobiles temporaires pour que les photos du grand public puissent traverser l'ensemble des réseaux. Donc voilà, Orange était présent à la fois sur la partie publique et sur la partie privée pour les besoins de broadcast. Alors on a cité à plusieurs fois OBS, c'est Olympic Broadcaster Service, qui est finalement le producteur direct du CIO, pour qui en fait vous travaillez tous plus ou moins directement ou indirectement, sauf le diffuseur bien sûr, qui reprend lui les images d'OBS et qui les a payées très cher. Exactement. Et je paye très cher. Ouais. Je paye France Télévisions, pardon. Merci. Et d'ailleurs France Télé est engagée auprès d'OBS jusqu'au jeu de 2032 à Brisbane. 2032, Brisbane, c'est ça, oui. Voilà. On va peut-être parler aussi d'un... Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose? Juste pour dire quelque chose, le challenge aussi, mais c'était la même chose, je pense, pour le suivi, c'est que les technologies 5G, à l'origine, c'est fait pour qu'on pose une antenne relais sur un mât fixe qui permet de relayer des choses mobiles. Là, les deux étaient mobiles. C'est-à-dire que non seulement on relayait des téléphones mobiles, hein, évidemment, que ce soit sur la Seine, sur la Marina ou des TVU pour la Flamme, et on avait des antennes qui n'étaient pas fixes elles-mêmes, mais qui elles-mêmes étaient mobiles et qui elles-mêmes étaient relayées en HF. Donc c'était aussi ça le vrai challenge à Marseille, c'était d'utiliser une techno un peu en dehors des specs pour lesquels elle a été faite.
Oui, et puis sur un bateau avec des vagues. Hein. On rappelle, il y a un petit peu donc les antennes en croix bougeaient aussi. Donc les téléphones bougeaient, les antennes bougeaient et les signaux devaient être parfaits parce que France TV, à juste titre, demandait des images le plus parfaites possible. Et Stéphane, en quoi ces dispositifs placés sur les bateaux à Marseille sont différents de ceux que vous avez l'habitude de traiter chez MP Visual TV, notamment par exemple au sport auto, avec les caméras embarquées? Là, c'est uniquement un problème de réseau, c'est des caméras qui sont différentes. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Et est-ce que d'ailleurs ce que vous avez développé pour ces épreuves de voile permet d'avoir d'autres solutions pour des caméras embarquées en voiture, en course automobile, pardon? Ou est-ce qu'on est sur deux registres trop différents? C'est une bonne question. Là, il y avait d'abord le côté où on était obligé de partir sur le format d'un téléphone. Je veux dire, les téléphones avaient été homologués et avaient été validés par l'ensemble des fédérations. Pour le poids. Pour le poids, pour la taille, pour le fait qu'il n'y ait pas de câble, qu'il n'y ait pas de raccord, que ce soit sécu, que ce soit waterproof, que ça soit étanche, pardon. Donc voilà, il y avait cette obligation de partir sur un format téléphone. Quoi de mieux qu'un téléphone pour être dans le format téléphone d'abord. Et deuxièmement, il y avait une vraie envie ensemble, que ce soit de la part d'OBS, de la part d'Orange, de la part d'AMP, de faire en 5G. Il y avait quand même cette volonté de dire c'est un événement qui le permet, c'est un sport qui le permet. On l'a fait comme ça l'an dernier, enfin il y a 3 ans avant, dans un réseau public, mais parce que c'était Tokyo, il y avait le Covid, donc il n'y avait pas de spectateurs, effectivement, c'était plus facile, en tout cas à ce niveau-là. Donc voilà, il y avait cette obligation. Après, pour être honnête, moi j'ai été plutôt agréablement surpris d'abord de la qualité de ce qu'on arrivait à faire avec un téléphone. J'étais plutôt agréablement surpris. Un téléphone, ça stabilise naturellement une image, ça les raccorde naturellement. On a développé un système, on a raccordé un RCP dessus, ce qui nous permettait de changer l'optique, de toucher la colorimétrie, etc. Donc on avait un accès total au téléphone au même titre que ce qu'on a presque au même titre que ce qu'on a sur une caméra broadcast. Donc j'étais plutôt agréablement surpris sur ce qu'on arrivait à faire avec ces téléphones. Et puis on avait ce côté effectivement 5G qui était un peu une demande technologique du CIO, que de dire allons voir jusqu'à où on est capable d'utiliser cette techno qui, dans bien des cas, effectivement pose quelques soucis parce que c'est une technologie qui n'était pas très mature, un peu nouvelle, sur laquelle on y a passé beaucoup de temps. On a fait beaucoup d'essais dans la rade de Marseille ensemble, Fred d'ailleurs. On est dans un environnement économique qui permet ça. Je veux dire, il n'y a pas d'autre moment dans l'année en France où on peut passer autant de temps. Nous, on y a passé, je sais pas, 6 mois ensemble à travailler sur ce projet. Il n'y a pas beaucoup d'autres événements qui permettent d'aller faire 4 fois des tests dans la rade, de rassembler autant de gens sur un projet. On s'est retrouvé à 40, 50 parfois autour de la rade pour essayer de bien comprendre et anticiper tout ce qui pouvait arriver pour que ça fonctionne le jour J. Ouais, pour connaître surtout les limites du système. C'est pour aussi donner les moyens à la production, à la réalisation, de dire à partir de quel moment on n'est plus capable de fournir un service ou on se met à risque. Et c'est là qu'on devait connaître, on devait le savoir pour pouvoir avoir les meilleures images possibles. Peut-être pour fermer le chapitre 5G, on en a beaucoup parlé, on y reviendra peut-être, mais est-ce qu'on peut affirmer, est-ce qu'on peut dire que les Jeux de Paris ont été un boost pour le développement de cette technologie dans le monde du broadcast ? Je pense que c'est un boost indéniable et c'est même devenu un standard aussi par le CIO, parce qu'on en parlait tout à l'heure de standard, donc le CIO l'a demandé dans le service Presse Plus. Alors sachez que la 5G privée a été aussi utilisée pour les photographes de l'ensemble des agences de presse dans le Stade de France, à Bercy, à la Défense Arena, pendant la cérémonie. Et donc du coup cette présence de 5G privée a été demandée explicitement pour 2028 et puis pour Milano Cortina. Donc oui, j'espère que ça continuera à faire un complément, en tout cas à la HF nécessaire, et permettra d'être encore plus immersif et de donner des images qui donnent toujours plus d'émotion, comme vous savez si bien le faire. Mais moi je me rappelle, il y a 3 ans, on a eu un peu ce même réunion un peu pour parler des Jeux de Tokyo, et on m'avait posé la question à moi, est-ce qu'un jour la 5G va annuler le parti Wi-Fi, la partie HF, est-ce qu'un jour ça va la remplacer? Et vu comment ça se passait déjà à Tokyo, ne serait-ce que par rapport à la voile, j'avais dit
je pense que d'ici là, peut-être ils auront trouvé des solutions. Et on y est. 3 ans plus tard, l'évolution a été telle qu'on se pose même la question à savoir, on fait du mix. Est-ce que la HF est toujours, oui, nécessaire parce qu'il y a des endroits, forcément, on a besoin d'avoir de la qualité encore, on va dire, premium. Je ne dis pas que la qualité 5G n'est pas premium, mais elle est encore en développement, je pense, et qu'elle commence à arriver vers son aboutissement. Mais on peut se dire que dans les prochains jeux, dans 2 ans, vu la vitesse à laquelle ça va, on peut imaginer effectivement avoir des modèles de production. Même nous, on se pose la question par rapport à ce qu'on a fait sur le relais de la flamme. On se dit, on crée une chaîne en 3 mois entièrement réalisée dans le cloud, avec des productions qui sont à la fois dans nos locaux, mais en déplacement ailleurs. Effectivement, ça nous parle. Ça veut dire que il y a aussi, il ne faut pas se voiler la face, il y a un enjeu aussi budgétaire derrière tout ça. C'est-à-dire qu'en utilisant ces technologies-là, le coût, il est divisé par 10, 100 parfois. Donc c'est là, pour le coup, je pense que nous aussi, on va être moteur dans ce monde-là pour le pousser, pour pouvoir un jour l'utiliser en premium. Alors je pense qu'on n'est pas encore prêt, on n'est pas encore prêt, on le fait sur du numérique. Je pense qu'on n'est pas encore prêt à le faire sur un Tour de France par exemple. Et puis si je peux me permettre, le coût il est divisé par 10 ou 100 quand tu utilises un réseau déjà existant qui est déjà installé par d'autres et qui est payé par d'autres et qui sert à faire d'autres choses. Carrément, bien sûr. Je veux dire, moi l'exemple de Marseille par exemple ou de la cérémonie d'ouverture, le coût il a été divisé par un multiple de 1, quelque chose, voire 2. Ça n'a pas coûté moins cher, ça a plutôt coûté plus cher. Et moi je pense que c'est en tout cas pour les prestataires de services comme on est par exemple Rudy et moi par exemple dans le monde du broadcast, c'est un des outils de nos caisses à outils. Je ne suis pas certain que ça va remplacer. On va vous garder. Non, mais je ne suis pas certain que ça va remplacer la HF traditionnelle ou des caméras câblées ou des choses comme ça. Je pense que c'est un outil complémentaire qui va être parfaitement adapté pour certains services, qui va être très pratique notamment quand on va vouloir faire de la remote, etc. Parce que c'est des communications qui marchent dans les 2 sens, ça se remote bien, c'est une technologie qui est faite pour ça. Donc il y a plein de côtés très pratiques, mais il ne faut pas oublier que le meilleur des marteaux, pour visser une vis, ce n'est pas l'outil idéal. Je pense que la 5G c'est pareil, ça ne va pas tout changer, ça va être très pratique là où c'est... Quand on va l'utiliser, ce pourquoi c'est fait, mais il ne faudra pas essayer de lui faire tout et n'importe quoi. On est d'accord. Donc là, on parle quand même de choses qui vont nous permettre, nous, de pouvoir continuer à produire des événements qui ne sont pas des événements aussi spectaculaires que les JO, le Tour de France ou Roland-Garros, mais qui vont nous permettre, par exemple, de pouvoir aussi promotionner certains sports qui sont un peu confidentiels. Imaginons le tir à l'arc. Tu vois, le tir à l'arc, on peut le produire, on le produit, mais quelque part, il n'est pas réellement à un niveau dans lequel il devrait être. Donc, peut-être que ces outils-là, avec l'évolution du marché, vont nous permettre à moindre coût de faire, et effectivement dans ces cadres-là, de faire de la production de qualité sans pour autant ça va rendre accessible certaines productions. Et ça, c'est notre rôle de service public. Oui, mais plus globalement, pour aller dans le sens de mon cher confrère, effectivement, la 5G est un outil complémentaire, mais pas seulement que de la HF, de la production en général. Ça va aussi dans ton sens, Fred. C'est vrai qu'elle peut faire aujourd'hui des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, et non seulement techniquement, mais financièrement. Et à contrario, financièrement, dans certaines situations, elle coûte plus cher que d'autres actuelles. L'occasion fait le larron. Allez, on va fermer un petit peu la parenthèse de la 5G. On va peut-être aborder un sujet qui est primordial sur ces grosses organisations. Jeux Olympiques, évidemment, qui est certainement la plus grosse organisation sportive au monde et la plus complexe en termes de retransmission. Mais ce sont aussi des cas de figure qu'on retrouve sur des Coupes du Monde de rugby, de football. L'IBC, l'International Broadcaster Center. On a plusieurs niveaux de choses à dire à propos de ça. Déjà, il y avait un IBC ouvert à toutes les chaînes qui souhaitaient s'y implanter. C'est vraiment le centre névralgique de la diffusion, de la retransmission dans le monde des images rassemblées par OBS. Un petit mot là-dessus, et on verra aussi, je te regarde toi Fred, que chez France Télévisions, du coup vous avez abordé, puisque vous étiez à domicile, la notion d'IBC un peu différemment. Mais peut-être soit Rudy, soit Frédéric, un petit mot sur l'IBC des Jeux de Paris. Il était situé où d'ailleurs? Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, il était situé au Bourget, au Palais des Expos du Bourget. Voilà, donc
J'en ai connu pas mal des IBC sur les diverses Olympiades auxquelles j'ai eu la chance de participer. Celui-là, il était très bien aussi. Il avait aussi également l'avantage de déjà exister, donc pour un coût beaucoup moindre. Voilà, donc j'ouvre une énorme parenthèse. Voilà, je pense que ces JO, que ça soit d'un point de vue technique ou éditorial ou sportif, on a tous été très très fiers d'y participer en tant que Français. Et de les accueillir chez nous. Et je pense que voilà, nos équipes, moi-même, je vous mets avec dans le panier. Voilà, on a vraiment été très très fiers de pouvoir y participer. Donc à l'IBC, au Bourget. Pour OBS, toujours, nous, on avait ce qu'on appelle un RF Switching Center. Donc, c'est notre dispositif global pour couvrir tout ce qui est outside races. Donc, outside races, c'est le vélo, le marathon, la marche, le triathlon. Donc, on rapatriait toutes les images qui étaient reliées par HF traditionnel encore. À l'IBC, et ensuite on les rapatriait en fait via les fibres entre l'IBC et les différentes venues vers les équipes de production locales où le signal était réalisé. Voilà. En plus de ça, c'était le centre névralgique, le RF Switching Center, pour tout ce qui est couverture des images de beauty d'hélicoptères. Voilà, donc on avait 4 sites de réception basés autour de Paris, dont je tairai les noms. Mais bon, si vous demandez à mon cher collègue, il le dira puisque c'est lui qui a tiré les fibres jusqu'à l'IBC. Voilà, donc en fait toutes les hélicoptères de prise de vue, elles ne nécessitaient pas d'avion. Donc elles tiraient directement sur ces points de réception et étaient rapatriées à l'IBC, où là les différents diffuseurs et rate holders étaient en mesure de les récupérer. Ouais, l'IBC pour Orange, c'est près de 4000 fibres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 4000 fibres tirées pour l'IBC. C'est aussi une couverture mobile qu'on a renforcée pour l'IBC pour permettre à tout le monde à l'intérieur de l'IBC de pouvoir bien communiquer avec la 5G publique, pour le coup, qui était présente. J'en profite. 4000 fibres à l'intérieur de l'IBC, mais c'est aussi, comme tu l'as dit, Rudy, l'ensemble de toutes les venues olympiques qui étaient reliées par un double parcours à cette IBC. On a eu la chance et l'honneur, la fierté aussi, comme tu le disais, de véhiculer l'ensemble de ces images, des caméras, de la captation jusqu'à la diffusion, sont passés au travers du réseau Orange et des fibres Orange. Et ça, voilà, donc gros efforts aussi qui ont démarré là aussi en design en 2021 pour réussir à faire ce réseau juste énorme, gigantesque et fiable, et y compris à Tahiti, puisque du coup on a réussi à ramener les images de surf de Tahiti au travers des fibres déployées au travers du réseau Orange. Voilà, donc 3000 fibres, c'est pas grand-chose, ou c'est beaucoup en fait. Et l'ensemble des venues, donc on a aussi équipé l'ensemble des stades, l'ensemble des sites de compétition, entre donc les caméras, les écrans géants, les écrans de commentateurs. Voilà, toute l'architecture entre les réseaux actifs, entre les équipements actifs à l'intérieur des venues, était aussi câblée sous la responsabilité d'Orange. Fred Gaillard, je disais, France Télévisions, habituellement, on vous retrouve évidemment au cœur de l'IBC, comme les principaux diffuseurs des jeux. Là, vous étiez à Paris, vous étiez à domicile, ça a changé un petit peu la donne. Oui, ça a changé la donne parce que du coup, on s'est dit très vite pourquoi on resterait à l'IBC, sachant que notre siège, il est en plein Paris. Donc on s'est dit, là, on va essayer de rapatrier les fibres. Sauf que quand on pense, on est passé en UHD, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais du coup, le tuyau, il devenait très, très gros. Donc, grâce à Orange d'ailleurs, qui nous a accompagnés en partenariat. Orange était là, donc voilà, ils étaient partout. Et du coup, on a ramené un tuyau de 700 gigaoctets et avec la bienveillance de nos amis d'Orange, on a eu 800 gigaoctets qui nous a permis en plus de passer de l'HD. Donc on se retrouvait avec deux routes de 800 gigaoctets entre l'IBC, le Bourget, ce qui fait quand même un débit énorme. Et tout ça pourquoi? Parce que habituellement, et du coup on avait une personne à l'IBC sur 100 mètres carrés, parce qu'on avait prévu au cas où.
qu'on ne puisse pas le faire. Et du coup, d'habitude, on met un nodal à cet endroit-là et on filtre un peu tous les feeds. Pourquoi il y a toujours un IBC dans des jeux, dans des Coupes du Monde? C'est parce qu'en fait, on récupère tous les feeds et on n'envoie que quelques heures vers son propre pays. Donc par exemple, quand on était à Tokyo, on avait beaucoup moins, on avait 50 gigaoctets, mais pour le coup, sur les 100 feeds qu'on recevait, on n'a envoyé qu'une trentaine de feeds. Donc du coup, on faisait un pré-mappage des sports dont on avait besoin jour par jour. Là, la problématique, c'est qu'on voulait avoir tout sur place parce que nous, on avait prévu de faire 3 antennes en simultané. On avait 3 antennes, une de France 2 en UHD et en HD. On avait une antenne sur France 3 en UHD et en HD. Et on avait l'antenne numérique. Et du coup, on avait besoin de tous ces feeds présents à France Télévisions dans notre nodal. Donc ça nous a obligés à faire une chose qu'on fait pratiquement jamais sur des Jeux Olympiques, puisqu'on est toujours en remote production aussi, c'est de transférer toutes ces images vers notre site. Mais on a pu le faire parce que c'était pas loin. Les prochains Jeux à Milan, forcément, on va se retrouver dans la nouvelle configuration, celle qu'on avait avant, et on va se retrouver à refaire du filtrage de sport parce qu'on ne pourra pas tout transporter, sinon c'est trop cher. Un petit mot sur l'UHD, parce que je crois que vous avez eu les droits de diffusion en UHD assez tardivement. Oui. Un petit mot là-dessus, et qu'est-ce que ça a impliqué? En fait, alors, on n'avait pas les droits de... Alors, on avait des droits avec Discovery, parce qu'on Discovery nous a rétrocédé les droits pour la France. Et donc, on avait les droits HD. Et on pouvait avoir les droits UHD à condition que 50% du territoire soit couvert en UHD. Sauf qu'en janvier 2024, ce n'était pas le cas. On savait que ça ne serait pas le cas. Donc France Télévisions, le groupe la technologie de France Télévisions, la fabrique, s'est mis en quête d'équiper 50% du territoire. Alors bien évidemment, quand on dit 50% du territoire, on s'est basé surtout sur des grandes villes, Paris, Lyon, Marseille. 50% de la population. Ce n'était pas le territoire, c'était vraiment la population. Et du coup, on a réussi à avoir le droit. C'est passé d'ailleurs en commission au Sénat pour savoir si on avait le droit, parce que s'opposaient à ça nos partenaires aussi, nos concurrents qui voyaient d'un mauvais œil de développer sur de la TNT gratuite du UHD. Mais ils ont réussi, on a réussi à avoir cette autorisation-là, et du coup on a upgradé. Sauf que nos régies n'étaient pas prévues pour faire du UHD au départ. Donc on a créé de l'UHD avec un quart UHD et avec tous les feeds de tous les stades qui étaient déjà couverts en UHD. Donc oui, pour le coup. Et on a fait de l'UHD, on a fait aussi de l'Atmos. Sous l'impulsion aussi de la fabrique, qui a voulu absolument expérimenter ça pour nos antennes, et on a vraiment travaillé en Atmos. Et on est passé aussi sur un standard qu'on n'avait pas trop l'habitude de travailler et qui est tout récent, c'est le 2110, qui aujourd'hui apparemment offre des possibilités. Alors moi, je suis passé technicien pour savoir qu'est-ce que ça apporte, mais visiblement pour la suite, ça va fortement nous aider. Stéphane, on peut parler aussi un peu de remote peut-être avec AMP, mais vous avez utilisé des moyens broadcast traditionnels sur ces jeux, ou même le traditionnel sur des Jeux Olympiques, c'est pas le terme à utiliser, compte tenu de l'ampleur de l'événement? Je vais faire comme tout à l'heure, je suis désolé, je vais juste rebondir sur l'IBC, je suis désolé. En fait, l'IBC, pourquoi c'est important? C'est important parce que quand on est une chaîne, par exemple française ou polonaise ou je ne sais quoi, il y a les Jeux Olympiques, c'est 32 sports dans une cinquantaine de venues différentes, et c'est impossible de tout diffuser. Il y a parfois, des fois, 40 programmes qui arrivent de manière simultanée en même temps, puisqu'effectivement, pour rentrer toutes ces 50, tous ces sports sur 15 jours, et pour pouvoir distribuer, je crois que c'est 850 médailles, effectivement, c'est dense. Donc une chaîne, par exemple... On l'a fait. Mais France Télévisions, par exemple, sur une chaîne premium ou un pays qui n'aurait qu'une chaîne de diffusion, est obligé de faire le choix pour suivre ses athlètes de son pays, ce qu'il pense qui va être le plus intéressant pour ses téléspectateurs. Mais il est bien incapable de savoir à l'avance à quel moment il va se passer quoi, à quel moment son athlète fétiche va nager, va courir, va faire du cheval ou va tirer à l'arc. Donc effectivement, l'intérêt de l'IBC, c'est qu'en étant à l'IBC, on reçoit 100% de tous les programmes faits, de tous les highlights, de tous les petits montages, de tous les ralentis. Et effectivement, de là, on peut refabriquer 1, 2 ou 3 programmes quand on est France Télévisions, qui soient teintés, qui soient colorés, qui soient habillés
au pays, aux couleurs de la chaîne et qui suit les athlètes effectivement qui vont intéresser les gens du pays. Donc désolé, maintenant je reviens. Du coup, c'est moi qui vais rebondir. Je te reposerai une question après. Justement, on a vu que France Télévisions, malheureusement, vous n'aviez pas pu avoir les droits pour le net de tous les canaux de diffusion de sport par sport. Je pense que ça reviendra dès 1000 ans parce que c'est vrai que c'est quelque chose de précieux aussi. Un passionné d'une discipline peut suivre aujourd'hui uniquement son épreuve et pas sur une chaîne linéaire. Ça a été le cas par le passé sur France Télé. Là, c'est une question de droit, tout simplement. Oui, c'est une question de droit. Parce qu'en 2019, quand on a renégocié les droits des Jeux Olympiques, dans le package, il y avait, dans le contrat d'avant, il y avait Tokyo, donc 2019-2020, donc c'était 2021 finalement, Tokyo. Donc on avait les Jeux de Pékin en 2022 et les Jeux de Paris. Et le contrat s'arrêtait après Paris. Et donc du coup, on a renégocié un nouveau contrat maintenant avec l'UER. Et pour le coup, ces droits-là, effectivement, pendant cette période-là, on n'avait pas les droits de multi-support, multi-feed que Discovery s'était gardé pour pouvoir justement garder quelque chose pour eux, parce qu'ils se retrouvaient en France sans on va dire, l'essence même de ce que sont les jeux. Il leur fallait quelque chose aussi pour donner une différence par rapport à ce qu'on faisait nous. Et ils se sont gardés ces droits-là. C'est vrai que les prochains jeux, à partir de Milan-Cortina, on récupère ces droits-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important parce que ça rebondit un peu sur ce qu'il dit, c'est qu'à un moment donné, on est sur un support où un amateur de judo peut se permettre de voir toutes les compétitions, parce qu'elles ne sont pas forcément diffusées chez nous, parce qu'on ne peut pas tout diffuser, effectivement, comme tu le dis, c'est impossible. Et du coup, il peut voir une compétition bien en particulier. Bon, les Français le diffusent, mais il peut voir d'autres sportifs, d'autres aspects qui ne passeront jamais, effectivement. Donc Stéphane, sur la partie broadcast traditionnelle, la captation, est-ce qu'on aborde des jeux de la même manière qu'un autre événement sportif où la complexité, il y a beaucoup d'intervenants quand même sur des Jeux Olympiques, fait que c'est pas si traditionnel que ça, ces captations? Alors oui, même si les moyens de captation restent traditionnels, l'organisation n'a rien de traditionnel. Et effectivement, OBS, ils ont une organisation qui est très organisée d'ailleurs, comme son nom l'indique, mais qui est surtout fait pour être réplicable dans n'importe quel pays, dans n'importe quel continent, tous les 2 ans. C'est-à-dire que ce qui est mis en place en France ici, où on est un pays où on a plutôt l'habitude d'accueillir des gros événements. On avait accueilli l'année d'avant la Coupe du Monde de rugby, l'année d'avant la finale de la Champions League, peu de temps avant la Coupe du Monde de foot, etc., etc. Donc on a un pays avec une certaine habitude et un certain savoir-faire. Ce n'est pas toujours le cas. Les années, par exemple, les JO, ça faisait 3 ans que c'était en Asie, si je ne dis pas de bêtises, ça avait fait le Japon, la Chine, la Corée. C'est des pays qui ont moins d'habitude d'accueillir des grosses compétitions comme ça. Donc ils ont un process, une organisation qui fonctionne ici, mais qui fonctionne partout. Donc effectivement, ça demande un peu de temps. C'est des moyens qui n'existent que sur ces gros événements internationaux dont les JO. Mais par exemple, nous, on a couvert 6 venues. On a couvert la voile à Marseille. Je parle en moyens traditionnels, comme tu dis, donc un car régie, des caméras, des micros, etc. Pour mémoire, les Jeux Olympiques, c'est 1000 caméras, 4000 micros. C'est juste pour donner l'ampleur de ce que sont les Jeux Olympiques. Hein. C'est à chaque fois qu'on fait chaque journée de Jeux Olympiques, c'est une compétition complète de Coupe du Monde de foot, en nombre de termes, en nombre de quantité de matchs et d'heures d'antenne de sport. Donc chaque jour, c'est une compétition complète ailleurs. Donc voilà, donc nous, c'est traditionnel dans les moyens, hormis qu'effectivement, on est dans l'ultra premium, donc il faut produire en UHD, HDR et HD, HDR, mais voilà, c'est les 2 signaux qui sortent du car. Là où c'est pas commun, c'est dans la façon de faire. D'abord parce qu'on s'installe longtemps à l'avance. On vient 1 semaine, 10 jours à l'avance, un peu plus j'imagine pour certains sports comme l'athlétisme que vous avez couvert, mais on vient longtemps à l'avance et on a beaucoup d'échanges parce qu'on ramène tout à l'IBC. Donc il faut tester toutes les connectivités avec l'IBC. Et aussi parce qu'il y a l'histoire de la langue. C'est-à-dire que nous, on met des moyens techniques, on met une équipe de techniciens, c'est en général 5-6 personnes par camion, et le reste, c'est une équipe éditoriale qui vient d'un autre pays. Donc il faut d'abord se rencontrer, comprendre leurs demandes, comprendre la façon dont ils travaillent, les attentes qu'ils ont,
jusqu'à comment je m'installe dans le camion, comment je veux mon moniteur, etc. Donc tout ça, ça prend un peu de temps. Toute la connectivité après avec l'IBC pour vérifier, parce que l'IBC, c'est des murs entiers de monitoring, c'est je ne sais pas combien de signaux qu'ils ont à router. Effectivement, il faut vérifier signal par signal qu'effectivement tout est droit et au bon endroit. Donc effectivement, c'est standard entre guillemets dans la captation. Alors standard dans des sports qui sont habituellement captés. Nous, on a fait du foot et de la voile, par exemple. C'est relativement standard. On a installé 15-20 caméras par sport, un peu plus sur la voile. Mais il y a des sports qu'on voit peu Mais il y a le des reste de sports, l'année. il y a des sports, ils sont jamais captés comme ça, hormis au moment des Jeux Olympiques. Il y a des sports, d'habitude, je ne suis même pas sûr que ça soit diffusé, hormis sur une chaîne Internet peut-être, qui d'un seul coup se retrouvent avec des captations UHD, avec des moyens ultra premium. Effectivement, ça reste des moyens standards. Mais le process, c'est l'envergure est complètement exceptionnelle. Un petit mot peut-être sur, on va parler des Jeux paralympiques et on terminera sur cette question par le diffuseur, mais je crois que vous êtes tous intervenus aussi sur les Jeux para. Ce qui était une première pour ces Jeux, c'était, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un comité d'organisation unique entre Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Et je crois que ça s'est ressenti réellement au niveau des moyens mis en place pour la captation, la diffusion, la transmission des flux. Qui veut commencer? Rudy, peut-être un petit mot là-dessus? Oui, pour aller dans ton sens, MG Connectivity a eu la chance de participer à de nombreuses Olympiades, qu'elles soient olympiques et paralympiques. J'ai jamais vu une couverture des Jeux paralympiques aussi dense, aussi intense et avec le même niveau d'exigence. Non pas qu'il y avait moins d'exigence sur les autres Jeux paralympiques, mais on sentait en plus l'engouement qui était là dans notre pays. Voilà, donc je crois qu'on est tous effectivement d'accord autour de cette table pour dire que c'est la première fois qu'on a vu une si belle et une si grosse couverture des Jeux paralympiques. Nous, pour vous donner une idée, voilà, le dispositif était quasi sensiblement le même pour tout ce qui était couverture RF. Voilà. Ouais, Frédéric, aussi au niveau d'Orange, vous aviez quasiment les mêmes moyens que sur les Au JO. niveau d'Orange, on avait exactement le même niveau d'exigence, les mêmes équipes également aussi présentes dans chacune des venues, les mêmes qualités de réseau Wi-Fi, filaire, toute la connectivité Internet évidemment était présente exactement de la même façon que les Jeux Olympiques, et on a aussi en particulier transmis au travers du réseau mobile là encore l'ensemble des trackers sur les courses d'événements type outdoor comme le triathlon, le marathon, etc. ou l'ensemble des cartes SIM qu'on a fourni pour la billetterie, pour les TPE, pour les vérifications d'accréditation. Orange était présent avec le même niveau d'engagement que les Jeux Olympiques et ravi et fier surtout d'avoir tenu cette promesse. Et du côté d'AMP Visual TV, j'illustre un peu ton propos, Stéphane. Vous avez couvert, je crois, la boccia, un sport qu'effectivement on voit très rarement. Du coup, là aussi, il a fallu tout apprendre. Ça ne demande pas des moyens colossaux à filmer la boccia, mais il a fallu appréhender, se dire comment on met en valeur ce sport. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, effectivement, c'est un des moyens qu'avait couvert les Jeux Olympiques qui a derrière couvert la boccia, ce qui était effectivement une première. Bien souvent, les Paralympiques, c'est couvert avec des moyens bien plus petits, bien plus réduits. Oui, avec parfois pas de direct. Il y a eu sur certains jeux, sur certaines épreuves, il y avait des ENG, des résumés, mais il n'y avait pas forcément du direct. Ce n'était pas le cas à Paris, tout était diffusé en direct. Tout à fait. Et nous, on a mis un quart ultra premium avec double soufflet, etc., etc. Donc, vraiment le même moyen que ce qu'on avait mis sur un match de foot ou sur le volley. Donc c'était déjà assez exceptionnel. Et puis après, effectivement, il a fallu qu'on apprenne. Mais encore une fois, nous, on ne vient, quand c'est dans le cas des Jeux Olympiques, que poser des outils techniques. Et effectivement, il y a des équipes éditoriales qui viennent avec nous et qui effectivement quelque part nous guident et puis nous apprennent un peu sur certains sports. Il y a des sports pour lesquels on est assez à l'aise puisqu'on a la chance de couvrir beaucoup de sports en France. La boccia, effectivement, pour être très honnête, je pense que c'était une première dans l'histoire d'AMP Visual TV que de couvrir la boccia. France Télé, ça fait un petit moment, ça fait depuis 2016, je crois que vous diffusez vraiment quasiment intégralement les Jeux paralympiques. Là, ça a été encore un bond en avant avec une couverture importante. Et puis des plateaux qui étaient à la même hauteur en termes de qualité que ceux des JO, avec, je crois, à quelques jours de l'événement, quelques jours avant le début de l'événement, on s'est dit, tiens, on va peut-être changer le plateau, tiens, on va le mettre à un autre endroit.
Oui, parce qu'en fait, pour la petite histoire, donc effectivement, on était parti pour se mettre au plus proche des athlètes et la décision avait été prise de se mettre carrément au Club France, là où on avait notre deuxième plateau, en remote, il était aussi en remote celui-là. Et sauf que est arrivé le plateau du Trocadéro et là tout le monde a dit waouh, c'est super, il faut la même chose. On prolonge le plateau du Trocadéro, mais non, c'est pas possible, c'est des anneaux olympiques. C'est des anneaux olympiques, c'est pas des anneaux, ce n'est pas les agitos paralympiques. Bon, il faut être où alors? Ça, on est à 2 jours de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Et donc, on va où? C'est l'Arc de Triomphe, il n'y a pas d'autres endroits et on part en quête de trouver ce lieu-là. Et on va dire en 4 jours, il a fallu monter, sortir tout ce qui était au Trocadéro le lendemain de la cérémonie d'ouverture et descendre tout vers l'Arc de Triomphe. Et fibré donc tout ça. sacré et fibré, voilà. Et là, on avait un petit écueil là, qui était un gros pavé dans notre chaussure parce qu'on du coup on pouvait pas faire de remote et Orange, une fois de plus, bravo Orange, bravo, était intervenu, il nous a aidé à faire ça et finalement un lieu qui a été vraiment plébiscité parce qu'on voulait aussi, et bon ça se comprend aussi, France Télévisions voulait mettre au niveau les Paralympiques au même niveau que les Jeux Olympiques. Alors c'est pas le cas parce qu'il y a moins de sport, il y a moins d'engouement et quoique. Nous-mêmes, on a mis 4 quarts en direct sur les sports qui n'étaient pas couverts pour permettre pour la première fois des Jeux paralympiques de couvrir les Jeux paralympiques, d'avoir toutes les directs. Il restait quelques événements, on va dire, où on avait des Français et là, du coup, on a rajouté des caméras TV UPAC dans des endroits qui n'étaient pas prévus pour. Donc, c'est vrai que c'est un précédent et je pense que depuis 2012, où la montée 2012, tout le monde avait comme référence les Jeux paralympiques de 2012 qui avait été un succès pour l'Angleterre. Là aujourd'hui, il y a aussi un précédent, c'est que du derrière, on ne pourra pas faire moins. Les prochains ne pourront pas faire moins. Donc l'histoire est en marche, on va dire. Je vois qu'il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est le moment, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule, peut-être pas. Ou une main qui se lève. Pas de questions? Ah, une question là-bas. Quelque chose qui n'est pas fait, que c'est pas fait ou qui n'a pas marché. Moi, je l'ai. La pluie le jour de la cérémonie. Très honnêtement. S'il pleut pas le jour de la cérémonie, c'est bien aussi. Ouais. Je dois avouer que hormis ça, nous, enfin en tout cas de mon côté, en tant qu'effectivement, pour rejoindre ce que disait Rudy, en tant que Français, en tant que Parisien, en tant que membre de l'écosystème événementiel, audiovisuel, etc., on était effectivement très très fiers d'accueillir ces jeux. On est très fiers de la manière dont on les a livrés. Je pense qu'on a livré des beaux jeux. On est très fiers de la manière dont on a accueilli les athlètes dans les stades, etc., où effectivement il y avait des ambiances assez incroyables. Je pense que tout ça, c'est très réussi. Et je pense qu'on n'a pas grand-chose à se reprocher les uns les autres. Le seul dommage, c'est cette pluie le jour de la cérémonie. Alors, ça fait quand même une belle cérémonie, mais sans la pluie, c'est bien aussi. Qu'est-ce que justement cette pluie a empêché? Parce que je pense qu'on a vu moins de caméras que ce qui était disponible. Voilà. Si on doit... Allez, rentrons dans le détail. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu à cette cérémonie d'ouverture à cause de la pluie? Il y a eu quelques petits tableaux qui ont sauté dû à la pluie. Les danseurs sur les toits, forcément, c'était dangereux. On en a vu un, et il a été prévu beaucoup plus. Il y a eu un moment aussi un plateau avec des pompiers de Paris. Apparemment, ça a été aussi occulté. Mais dans l'ensemble, le spectacle était là. Et je dois dire, pour rebondir sur la question... honnêtement, moi, je crois que c'est les premiers jeux où j'ai l'impression d'avoir eu pleinement tout ce que j'avais envie de voir. Et je pense que même dans l'esprit des Français, ça a été ça, parce que tout ce qui nous revient généralement sur les réseaux sociaux, généralement, on a « Ah oui, on aurait aimé voir ça, ou vous avez loupé ça ». On n'a rien eu, ou très peu de gens qui nous ont remonté des informations négatives. Et là, on s'est dit, Paris gagné, quoi. Ça veut dire quelque part, notre rôle de service public d'offrir un maximum d'images au maximum de personnes, il est rempli. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on aurait pu louper? Non. Des fois, on dit on aurait pu mieux faire certaines choses. Là, pour l'instant, je vois pas. C'est les Américains qui s'inquiètent. Parce qu'ils commencent à se dire comment nous, on va relever le défi de Paris. Et ça, c'est un problème pour eux. Alors bien sûr... en tant que bon Américain, ils disent on fera toujours forcément mieux, parce qu'ils sont américains, mais ils se posent des questions. Quand on a rencontré NBC qui nous a dit waouh, là, il va falloir trouver des trucs pour concurrencer ce qui s'est passé. Parce que eux, c'est vraiment, ils mettent 50% des moyens, des finances, c'est eux qui les mettent dans les droits.
Donc ils ne peuvent pas louper les Jeux de Los Angeles. Mais ils s'inquiètent quand même. On avait commencé par la 5G, on va finir dessus. Justement, la pluie, le réseau 5G, c'est pas un problème? C'est pas un problème. La pluie, c'est pas un problème pour le réseau 5G. Alors, dans les faits, physiquement aussi, ça réduit un petit peu les distances. Mais globalement, oui, la seule déception, c'est sans doute les autres qui se disent non, mais on aurait bien aimé qu'Orange se loupe sur quelque chose. Et en fait, c'est pas arrivé. Allez, c'est terminé, mais simplement un petit mot de chacun, peut-être pour un souvenir, qu'il soit de l'ordre technique ou émotionnel. Juste un souvenir chacun des Jeux de Paris. Rudy? Je dirais le jour où j'apprends qu'on doit couvrir le disco boot de la cérémonie alors que c'était pas prévu. Frédéric? La première image de 5G privé à Marseille. Fred? Jusqu'à longtemps, c'était le bus à Londres, le bus impérial qu'on avait mis à l'époque. C'était en 2012. C'était en 2012, donc c'était vraiment de la HF. C'est l'émission qui se promenait dans un car. Soit dans les rues de Londres, et du coup, on déployait un réseau HF impressionnant. Non, aujourd'hui, c'est indéniablement, c'est le Trocadéro. Le plateau du Trocadéro face à la Tour Eiffel, c'est juste, voilà, waouh. Et pour terminer, Stéphane Alessandri? Oui, moi aussi, c'est là effectivement la cérémonie d'ouverture, une image où on fait une cérémonie d'ouverture, on fait quelque chose d'assez incroyable, on y a passé du temps et voilà, tout s'est bien passé, on est sous la pluie. Je sais pas, j'ai l'image, je me retrouve à côté de Rudy sous le seul endroit où on prend pas l'eau et voilà, c'est la fin de cette journée assez incroyable et c'est aussi le début des JO. Merci beaucoup, messieurs, merci à vous d'être venus assister à cette conférence.